Sénégal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Très ravi de vous retrouver sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine. Comme vous le savez déjà, la communauté musulmane du Niger a célébré vendredi dernier la fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski. À la grande mosquée de Niamey, c'était une foultitude de croyants qui a prié collectivement avec les plus hautes autorités du pays. Le reportage est de Chalambou Chebou et Abdelmoumouni Abdraman. Ce vendredi 31 juillet 2020, les fidèles musulmans de Niamey ont, à l'instar des autres communautés musulmanes, célébré l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, 440 ans de l'Hégire, pour perpétuer la soumission du patriarche Abraham à Dieu. À la grande mosquée de Niamey, nonobstant le menace du ciel, la prière a drainé une forte participation des milliers de fidèles qui se sont rangés derrière les officiels, au premier rang desquels le président de la République Issoufou Mamadou, pour prier le deux traditionnel rakat sur le respect strict de mesures de prévention et de protection contre la Covid-19. Un devoir ensuite pour l'imam Jibril Soumaïla Karanta de prononcer son sermon rappelant le sens du geste d'Abraham, mais aussi les obligations qui incombent aux croyants en ces jours de grande fête. Un sermon ponctué par une fatia dite pour que l'Éternel descende sa miséricorde sur le pays et ses habitants et prié au profit d'une paix durable et une situation sécuritaire stable. Ce moment de libation, de réjouissance et de communion des cœurs pour toute la Oumma islamique a lieu 70 jours après la célébration de l'Eid el-Fitr et vise à renforcer l'esprit de fraternité entre les communautés. C'est une occasion de se demander mutuellement pardon lors des séances de présentation de vœux de bonne fête. À l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski, le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a livré un message pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à la Oumma islamique. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement, tous nos vœux de paix, de bonne santé, de prospérité au peuple nigérien, à la communauté musulmane nigérienne et à tous les résidents du Niger, ainsi que tous les pays du reste du monde, musulmans ou non musulmans. Nous souhaitons les mêmes vœux, nous leur présentons les mêmes vœux que ceux que nous adressons à nous-mêmes, peuple nigérien. Cette année, encore, notre pays célèbre cette grande fête dans un contexte sécuritaire caractérisé par des menaces, des agissements, des exactions des groupes armés terroristes qui sévissent contre nos populations et contre l'État. À cela s'ajoute, depuis mars dernier, la pandémie de la Covid-19. Pandémie qui a couvert le monde entier
pandémie contre laquelle il n'existe malheureusement pas de remède ou de vaccin en tout cas, qui a amené le gouvernement du Niger à prendre un certain nombre de mesures, de restrictions, parfois assez dures, et qui ont eu des conséquences assez difficiles pour nos populations en termes d'activités économiques qui sont toutes au ralenti lorsqu'elles ne sont pas totalement bloquées. Et donc des restrictions de toutes sortes dans notre comportement, dans nos activités de tous les jours, qui ont fait que le pays vit vraiment au ralenti. Mais grâce à ces mesures, toutefois, nous pouvons affirmer que nous avons été en mesure de limiter la propagation de cette pandémie. Le Niger figure parmi les pays certainement qui sont touchés certes, mais qui ont sous contrôle cette maladie, cette pandémie. Ces efforts doivent continuer, ces sacrifices doivent continuer parce que nous n'avons pas encore éradiqué totalement cette redoutable maladie. Donc nous invitons le peuple nigérien à continuer les sacrifices, à continuer ses efforts dans le respect des mesures et des gestes barrières notamment pour éviter que notre pays plonge dans une phase encore difficile de cette pandémie. Nos reporters ont également tendu leur micro au ministre de la Communication, Salissou Habi. Ce dernier a tenu à adresser ses vœux de bonne fête de Tabaski. Nous le suivons. Le président du Niger, bien sûr, est président du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, par conséquent, il a à charge le règlement de tous les conflits. Aujourd'hui, le conflit qu'il y a, c'est aussi au niveau du Mali. Et je pense que la mise à tête faisait bien que nous invoquions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse régler ce problème. Je pense que les Nigériens sont aguerris. Chaque fois, nous appelons à ce que les Nigériens, à travers les élections qui vont se passer, puissent élire très bons chefs d'État, près des chefs d'État pour le remplacer. C'est pas une simple chose pour élire des conseillers municipaux, des maires et des conseillers régionaux et des députés qui vont véritablement défendre la nation nigérienne. Parce que c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, la nation nigérienne, elle est là, elle est en train d'être construite. Beaucoup de choses ont été organisées, ont été faites. Il faut bien que les gens qui vont venir puissent accepter, que ce soit les gens de la majorité, du pouvoir, de l'opposition, tout le monde, comme un seul homme, doit se lever pour être candidat et accepter ce qui est en train de se passer. Il n'est pas bon de voir notre pays dans des problèmes inexplicables. À l'occasion donc de cette fête, il est recommandé aux musulmans qui en ont les moyens d'immoler une bête sur place à la grande mosquée de Niamey. Cheikh Jibril Soumaïla Karanta s'est acquitté de son devoir, puis au tour des autres fidèles de lui emboîter le pas. Retrouvons nos reporters pour la description de l'ambiance. La fête de Tabaski n'est pas que pour des libations. Elle se caractérise par l'immolation d'un animal en mémoire du sacrifice accompli avec dévotion par les prophètes Ibrahim et Ismaël qu'Allah les a agréés. C'est à cet exercice que se confiait l'imam de la grande mosquée de Niamey. Aussitôt, après avoir dirigé la prière collective, il prononçait son sermon. Conformément aux recommandations de la Sunna, Cheikh Jibril Soumaïla Karanta a accompli l'acte du sacrifice sur place. Devant un public témoin, il a immolé son mouton avant de lancer une invite officielle et autres fidèles croyants en conjonction des moyens de lui emboîter le pas. C'est ainsi que, dans la mesure des moyens de chaque famille, ovins, caprins, camélidés et bovins sont égorgés dans le respect des mesures d'hygiène. Partout ailleurs est observé le même rituel d'immolation des moutons qui sont ensuite dépecés et soumis à la grillade. Ce qui marque le point de départ d'une série d'ambiances festives d'au moins 3 jours dans les différents quartiers de la capitale.
Après la grande prière, l'immolation, place à présent à la partie grillade des moutons. Haïssa Damou et Abdelmoumouni Abraman. Cette année, la traditionnelle grillade de moutons de la Tabaski a connu une certaine révolution. En effet, l'usage abusif du bois qui caractérise la fête des moutons a laissé place dans beaucoup de ménages à l'utilisation du charbon, aussi bien de la grillade que pour la cuisson. L'ambiance de cette grillade se constate un peu partout dans la ville de Niamey. Cependant, quel est l'intérêt de cette grillade? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est vous avez la coupe de bois, ça joue énormément sur l'environnement. Et le bois coûte aussi cher. Vous imaginez, maintenant pour griller une douzaine de moutons, nous avons juste utilisé le charbon de 10 000 francs. Et on ne va pas tout utiliser. S'il fallait utiliser du bois, ça allait être énorme. Donc, l'autre raison, vous voyez l'espace qu'on utilise. Si c'était du bois, on allait utiliser un grand espace, mais avec le charbon, c'est un tout petit espace. Non seulement ce n'est pas insalubre et tout ça. Donc, c'est vraiment économique. C'est économique sur le plan financier, mais c'est aussi pour un peu aider à la protection de l'environnement. Oui, la grillade a une importance. C'est vrai, dans certaines cultures, les gens ne font pas la grillade, mais ici, si la viande est grillée sur place, tu peux couper une partie et puis donner à quelqu'un, il va manger. C'est un célibataire qui n'a pas peut-être de femme, donc vous pouvez sur place lui donner et puis il va faire sa fête dès aujourd'hui. La grillade laisse constater cette année, les populations ont un intérêt particulier pour le charbon. Il est à noter que cette viande de Tabaski, grillée ou pas, est à distribuer. Cependant, il faut la consommer avec modération. Autre aspect de cette édition, notre pays, le Niger, célébrera demain 3 août 2020 la fête de l'indépendance. Occasion pour la rédaction de la télévision Tambra de revenir sur l'historique de cette fête. Suivons donc le reportage de Ralia Sami. C'est en 1960 et précisément le 3 août 1960 que le Niger a accédé à son indépendance avec plusieurs autres pays africains longtemps colonisés par les Français. Le processus a été long, mais l'indépendance fut acquise et le premier gouvernement a été mis en place. Avant 1946, le Niger avait le statut de colonie du Niger au sein de l'Empire français. Et avec cela aussi, il faut rappeler le fait que, à partir du 7 mai 1946, les indigènes que nous étions, parce que nous on était nés à l'époque, nous avons acquis la citoyenneté française. On était donc des Français à part entière et non pas entièrement à part. Et nous sommes restés Français de 1946 à 1960. C'est quand on a eu l'indépendance que nous avons abandonné la nationalité française pour acquérir la nationalité nigérienne qui venait d'être créée. Et on était là quand la Constitution adoptée donc au tous les niveaux français, elle a eu la majorité, elle a été adoptée par référendum, promulguée le 4 octobre 1958, et toutes les assemblées territoriales ont été dissoutes. On est allé aux élections. Les élections ont eu lieu au Niger le 14 décembre 1958 et le 18 décembre 1958, une date très importante pour le Niger. Les conseillers sont venus, ils ont déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne s'appellent plus conseillers mais députés. L'Assemblée ne s'appelle plus le Conseil territorial mais l'Assemblée territoriale dans un premier temps, puis l'Assemblée constituante dans un deuxième temps. Le 18 décembre, elle est devenue Assemblée constituante et elle devait donner une constitution au Niger. Le 18 décembre, la République a été proclamée. Le président du Conseil des ministres, Diori, et ses ministres ont été élus. Le 12 mars 1959, la constitution
rédigée a été adoptée. C'était la première constitution du Niger, mais la constitution du Niger autonome, c'est avec cette constitution que le Niger a fonctionné jusqu'à l'indépendance en 1960. La fête de l'indépendance, c'est aussi la fête de l'arbre au Niger, car c'est à cette occasion que les Nigériens procèdent à des plantations d'arbres pour reboiser et préserver l'environnement. Pour nous, c'est une journée de plus pour mobiliser davantage les jeunes, mobiliser davantage la communauté à s'intéresser aux questions de l'environnement. Parce qu'on regarde, on ne peut pas rester des simples observateurs face à la dégradation de notre environnement. C'est une journée d'interpellation, c'est une journée de prise de conscience davantage par rapport aux défis liés au changement climatique, aux défis liés au reboisement, au déboisement. Parce que nous sommes un pays sahélien, un pays désertique, et chaque année nous continuons à couper le maigre couvert végétal que nous avons. Nous devons changer de comportement, nous devons apprendre que s'il ne pleut pas, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'arbres. Et si on n'a pas beaucoup d'arbres, parce que nous les coupons. Et si nous les coupons, c'est pour d'autres besoins, des besoins énergétiques, qu'aujourd'hui il y a des alternatives. Il ne faut pas attendre seulement ou uniquement la fête, parce que c'est une fête qui se passe chaque année. Et la plantation d'arbres n'a pas besoin d'une saison bien spécifique. Bien sûr, il y a des arbres qui demandent des très grosses quantités d'eau, mais bien sûr, on dispose aussi des moyens pour alimenter ces arbres en eau. Donc voilà un peu, on peut procéder à la plantation des arbres pratiquement chaque jour ou bien chaque semaine, chaque mois, afin de reboiser ce cher pays qui est le Niger. Depuis l'avènement de la 7e République du Niger, cette fête est devenue tournante à travers les différentes régions du pays, toute chose qui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable de notre pays. Notons enfin que cette année, c'est la région de Tawa qui accueille la cérémonie officielle de plantation d'arbres. Vous pouvez donc suivre le président du PNA, Al-Ouma Sanoussi Kambari Jakou, sur l'historique de la fête du 3 août. Ça serait donc en partie magazine de cette édition. Nous sommes à quelques heures de la fête de l'arbre ou fête de l'indépendance et c'est la ville d'Agadez qui va accueillir les festivités. En attendant, une de nos équipes est allée à la rencontre des vendeurs de fleurs. Comme à l'accoutumée, la fête de l'indépendance le 3 août est une fête durant laquelle la plantation des arbres est l'étape qui marque cette journée. Raison pour laquelle une de nos équipes a tendu son micro aux fleuristes, qui pour eux, à l'occasion de cette fête, la clientèle est fréquente, mais plus précisément à la veille de la fête. Ça marche, Dieu merci. L'État a déjà lancé une commande de 10 000 plantes et même des mains. Les gens vont venir acheter tout comme après le 3 août. igonda goyen kan gigayi tura utto banda mbo kala ando mbu kala am koyto saka sam bena handu kuli gi kaga sambu habado harwa ilmando gwamnati do hare eme boy kango kekme ego ka de baya amma gwamnati do hare ilmando gina. Nous n'avons eu aucune commande de l'État cette année, mais les gens viennent acheter des plantes. Nous profitons aussi pour subvenir aux besoins de nos familles. Kite wakani ba kulo yan gani murado ate deno o turi ne wo alhamdulillah jiri marje ka irgo ne wa a sigan ka irgo keke sanda batuma do hare irgonda irgo gudu batuma irgo gudu hanka irgo moi te bafuno akulgala. Pour ces derniers, grâce à ce métier, ils arrivent à faire face à leurs besoins. Le Niger enregistre cette année des fortes précipitations, un phénomène qui inquiète à plus d'une échelle la population. Plus de précision avec Ralia Sami. Comme prévu par la météo, le Niger enregistre d'énormes quantités de précipitations, surtout en ce mois de juillet 2020. Ce phénomène inquiète les populations car il y a un risque sérieux d'inondation aux conséquences lourdes qui planent à l'horizon et cela pourrait concerner plusieurs domaines d'activité.
avec les effets liés au changement climatique, ce que nous observons, c'est que nous avons des pluviométries cumulées, parce qu'on enregistre en un seul jour parfois plus de 200 mm. Et généralement, avec ces 200 mm, ça ravage tout sur son passage. Donc, les aménagements sont concernés, les champs sont concernés, le secteur de l'élevage est concerné, mais les habitations aussi sont concernées. Et parfois, on enregistre même des pertes en vie humaine. Je crois que jusque-là, on a perdu jusqu'à 9 personnes. C'est vrai que avec les inondations, au niveau des aménagements, ce que nous enregistrons, c'est que la plupart des aménagements parfois sont engloutis. Alors donc, du coup, ceux qui sont en train de faire le riz, et d'ailleurs maintenant ce n'est même pas le riz seulement que les gens cultivent, tous les bas-fonds sont utilisés pour faire d'autres cultures. Alors donc tout ça là, c'est balayé. L'autre élément, c'est que avec les pluies qui reviennent, alors qu'il y a beaucoup qui n'ont pas semé, tous ceux qui ont les zones sableuses risqueraient de ne pas avoir quelque chose, puisque le mil ne pourra pas germer, parce que le mil a besoin d'un peu de temps, d'un peu d'aération pour pouvoir germer. Alors donc là, on va enregistrer des conséquences. L'autre, c'est que les animaux sont faibles. Le fait que la sécheresse a été trop longue, donc les animaux sont faibles. Alors donc ces animaux-là, avec une forte pluie, c'est clair qu'on risquerait de perdre beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, dans la plupart des zones où il y a eu beaucoup de pluviométrie, vous allez voir, on perd beaucoup d'animaux parce que ces animaux ne sont pas en bon point. Pour prévenir la répétition des scénarios connus les années précédentes, les autorités ne sont pas restées bras croisés. C'est que nous essayons de mener des actions d'information et de sensibilisation pour leur dire voilà ce que la météo prévoit. Donc pour s'aimer, il faut utiliser des semences adaptées à ce contexte d'inondation. Nous sommes en train de pousser les instituts de recherche pour produire des semences aujourd'hui adaptées à ce genre de système. Le deuxième élément que nous essayons de faire, c'est d'attirer l'attention de la population pour éviter les zones où on est sûr que on va avoir des inondations. Ça, c'est pour éviter les pertes en vie humaine. Alors le dernier élément, c'est qu'au niveau de l'État, nous attirons leur attention aussi pour venir en aide, parce qu'il faut prévenir. Relever les digues là, ça c'est un élément, mais voir aussi au niveau des villages quels sont les soutiens qu'on peut apporter pour que les gens puissent commencer à quitter les zones où on est sûr que chaque année, on va enregistrer des inondations. Bon, donc c'est de les aider au niveau des collectivités pour qu'ils aient des zones où ils peuvent habiter, parce que certains, même s'ils veulent quitter, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de terrain. Donc ça, c'est une question où c'est l'État qui doit voir dans quelle mesure il puisse aider la population, en tout cas à trouver des terrains pour qu'ils puissent avoir de nouvelles habitations. Avec ces différentes réalisations entreprises, les populations restent confiantes et se sentent mieux préparées pour faire face à toute éventuelle survenue de catastrophes naturelles. Et si donc, pour mettre les populations à l'abri des aléas climatiques, toutes les dispositions sont en train d'être prises à tous les niveaux. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a encore une fois démantelé un réseau de malfrats opérant au Niger et à l'international. C'était devant le procureur de la République que la bande a été présentée à la presse. Ralia Sami. Ce nouveau coup de filet de la police antidrogue a permis de mettre hors d'état de nuire une bande de malfrats composée de 7 personnes exerçant un trafic international de drogue. La deuxième fois consécutive en un mois, cette opération a permis à la police de récupérer une importante quantité de drogue et aussi de biens. Les agents de l'OCRTIS ont pu intercepter et saisir le samedi passé à la zone industrielle de Niamey 245 kg de cannabis à bord d'un camion immatriculé à l'étranger en provenance d'un pays de la sous-région. Comme mode opératoire, la drogue était soigneusement dissimulée sous la semi-remorque à une place spécialement aménagée et confondue à la structure du camion, afin d'échapper à la vigilance des forces de sécurité au cours des contrôles sur le trajet. Ce qui a permis à la drogue de traverser 3 pays avant d'être saisie à Niamey. L'essentiel de la drogue saisie est destiné à alimenter la demande locale à Niamey et dans les autres régions du pays. 7 individus impliqués ont été interpellés, dont 3 de nationalité nigérienne
et 4 étrangers. 2 véhicules, une moto et la somme de 2 254 550 francs ont été saisis également. Le procureur de la République, présent pour la circonstance, a félicité la police pour cette prouesse accomplie. Ils ont toujours dans la logique de la technique d'enquête assez puissante, malgré toutes les techniques de dissimulation et toute la ruse de ces réseaux. Ils ont une fois encore démantelé un réseau qui a des ramifications dans les pays étrangers. Donc vous avez vu les personnes mises en cause, donc 400 de nationalités étrangères, 3 de nations nigériennes, entre les mains desquelles on a retrouvé toute cette cargaison de drogue. Et nous sommes venus témoigner notre satisfaction et notre fierté de ce service et pour appeler la population à collaborer avec ce service, de reconnaître leurs capacités, leurs spécificités et de ne jamais hésiter et de collaborer et de donner toutes les informations et tous les appuis qu'on peut donner à ces services pour que la lutte contre la drogue puisse continuer à aller en avant pour sécuriser notre pays. Il faudrait souligner que ce fléau, que le trafic de drogue, prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays et ne risque pas de s'arrêter là si des sanctions appropriées ne sont pas prises conformément à la loi. La population est aussi appelée à collaborer avec vigilance avec la police pour que cette dernière puisse mener à bien sa mission. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est consacrée à l'interview que nous a accordé le président du PNA Al-Ouma, Sanoussi Tambari Jakou, sur l'historique de la fête du 3 août. Très bonne réception, bon début de semaine, bonsoir. Pour faire l'historique de la célébration de l'indépendance au Niger, ou l'accession du Niger à l'indépendance, il faut peut-être rappeler quelques faits concernant ce pays. Avant 1946, le Niger avait le statut de colonie du Niger au sein de l'Empire français. Je crois que c'est important de rappeler cela. Et avec cela aussi, il faut rappeler le fait que, à partir du 7 mai 1946, les indigènes que nous étions, parce que nous on était nés à l'époque, nous avons acquis la citoyenneté française. On était donc des Français à part entière et non pas entièrement à part. Et nous sommes restés français de 1946 à 1960. C'est quand on a eu l'indépendance que nous avons abandonné la nationalité française pour acquérir la nationalité nigérienne qui venait d'être créée. Il faut rappeler aussi qu'en 1960, à propos de la nationalité, il y avait des fonctionnaires africains venus des autres territoires de l'AOF, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Soudan, Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Dahomey, qui travaillaient au Niger. Ils ont été affectés. Ils travaillent ici au Niger. Maintenant, quand l'indépendance a été proclamée, la France leur a donné le choix entre 3 statuts. Vous qui venez de ce territoire et qui êtes aujourd'hui au Niger en 1960, est-ce que vous acceptez de rester citoyen français? Première question. Ou bien vous devenez citoyen nigérien? Deuxième question. Ou bien vous prenez la nationalité de votre pays d'origine? Eh bien, beaucoup ont pris la seconde option, c'est-à-dire celle de prendre la citoyenneté ou la nationalité de leur pays d'origine.
Ainsi, les Sénégalais qui étaient là, les Soudanais, les Voltaïques, les Daouméens, tous, ils ont pris la nationalité de leur pays et certains même sont retournés dans leur pays. Et ça fait une terrible saignée au Niger, une saignée de fonctionnaires. Beaucoup d'enseignants ont quitté le Niger, ils sont partis. Il y avait aussi beaucoup d'élèves avec nous au lycée, et il y avait aussi des étudiants. Vous voyez donc qu'à partir de 1960, il y avait ce choix-là. Mais ceux qui sont restés au Niger et qui ont choisi la nationalité nigérienne, comme tous les autres Nigériens, ils sont Nigériens avec la nationalité d'origine. Vous comprenez? Ils ont la nationalité d'origine acquise comme nous après la proclamation de l'indépendance. À partir du moment où le 3 août, ils se trouvaient sur le sol nigérien, eh bien, ils deviennent automatiquement nigériens avec la nationalité d'origine. Ok? C'est important à rappeler. Ensuite, à partir de 1946 aussi, eh bien, la disparité entre la justice française, selon le droit français, le code français, et la justice indigène a disparu. On arrive à l'année 1957, la France a fait adopter et promulguer et appliquer une loi qu'on appelle la loi cadre. Conformément à cette loi cadre, la France donnait une semi-autonomie au territoire d'outre-mer. C'est-à-dire que les territoires semi-autonomes avaient le droit d'avoir des ministres. Le Niger donc a commencé à avoir des ministres en avril-mai 1957. Il y avait deux groupes de partis. La majorité est détenue par le MSA Sahaba et l'opposition détenue par le RDA et alliés. Et Djibo Bakari donc avait la majorité. Son parti avait 41 conseillers, qu'on les appelait conseillers territoriaux, sur 60. Donc l'opposition avait 19 conseillers. 1957. Maintenant, en 1958, avec la guerre d'Algérie, la France ne parvenait pas à s'en sortir, surtout que les Français qui vivaient en Algérie, certains depuis 1870, après la défaite de la France en face de l'Allemagne, et l'Allemagne lui a arraché l'Alsace et la Lorraine, tous les Français ressortissants d'Alsace et de la Lorraine sont partis en Algérie s'installer et ils ont considéré l'Algérie comme leur pays. Eh bien, les généraux français sentaient que le gouvernement français ne gérait pas la situation algérienne selon leur goût. Et ils ont failli faire un coup d'État. Et la France était pratiquement inquiétée et inquiète. Et on était là quand la Constitution adoptée donc au tous les niveaux français, elle a eu la majorité, elle a été adoptée par référendum, promulguée le 4 octobre 1958, et toutes les assemblées territoriales ont été dissoutes. On est allé aux élections. Les élections ont eu lieu au Niger le 14 décembre 1958 et le 18 décembre 1958, une date très importante pour le Niger. Les conseillers sont venus, ils ont déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne s'appellent plus conseillers mais députés. L'Assemblée ne s'appelle plus le Conseil territorial, mais l'Assemblée territoriale dans un premier temps, puis l'Assemblée constituante dans un deuxième temps. Le 18 décembre, elle est devenue Assemblée constituante et elle devait donner une constitution au Niger. Le 18 décembre, la République a été proclamée. Le président du Conseil des ministres, Diori, et ses ministres ont été élus. Le 12 mars 1959, la constitution rédigée a été adoptée. C'était la première constitution du Niger, mais la constitution du Niger autonome, c'est avec cette constitution que le Niger a fonctionné jusqu'à l'indépendance en 1960. Et en 1960, qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
le Niger, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta et le Dahomey n'ont pas cherché automatiquement à aller vers l'indépendance. C'était au conseil exécutif de la communauté à Saint-Louis que le Mali, formé du Sénégal et du Soudan, ont demandé à accéder à l'indépendance au général de Gaulle. Le général de Gaulle a accepté, il a dit que c'est conforme à la Constitution, mais Houphouët-Boigny et les gens du Conseil de l'Entente n'ont pas approuvé cela, et ils ont dit au général de Gaulle, moi aussi c'est comme ça, nous aussi on demande l'indépendance. Les 4 du Conseil de l'Entente sont partis à Paris, ils ont demandé au général de Gaulle de leur donner l'indépendance, il a accepté, et ils ont fixé avec lui les dates de la proclamation de l'indépendance, le 1er, le 3, le 5 et le 7 août 1960. Et c'est comme ça que le Dahomey est devenu indépendant le 1er août, le Niger le 3 août, la Haute-Volta le 5 août, la Côte d'Ivoire le 7 août, et voilà. Et quand l'indépendance a été proclamée, les pays du Conseil de l'Entente ont refusé de signer des accords de coopération avant d'accéder à l'indépendance. Ils ont dit non, non, nous on veut l'indépendance inconditionnelle. Et c'est seulement après la proclamation de l'indépendance qu'ils ont signé des accords de coopération avec la France. Et sur le plan économique, c'était aussi important parce que quand on était dans le giron français, dans l'Empire français, donc constitué de la France et de possessions françaises, entre guillemets, empire transformé en Union française, composé de la République française et des territoires français, quand on était dans ces ensembles-là, et même à partir de 1957-1958 jusqu'à 1960, eh bien, on formait un grand ensemble et par conséquent un marché unique. Un grand ensemble au sein duquel il y a la liberté de circulation de personnes, puisque c'est l'ensemble français. La liberté de circulation des marchandises, la liberté de circulation des capitaux, la liberté de circulation des services. On n'avait pas de soucis par rapport au franchissement de frontières, on n'avait pas de soucis par rapport aux circulations de tout ce que je viens de dire. On n'avait pas de soucis par rapport donc aux 4 libertés, liberté de circulation des marchandises, liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des services. On n'avait pas de problème. Mais à partir de 1959, à l'approche de l'indépendance, quand nos pays sont devenus des républiques autonomes, ils ont cassé les fédérations de l'AOF et de l'AF, et chaque pays est entré dans la communauté individuellement. Et les frontières se sont retrouvées tout de suite établies, rigoureusement. Alors chaque pays a gardé jalousement son territoire. Il est entré dans son territoire comme dans un cocon. Le Niger, avec ses frontières et sa superficie, 1 267 000 ou 1 287 000, ça dépend. Donc, chaque pays a gardé jalousement son territoire avec ses frontières et avec son marché intérieur. Marché qui était composé de peu de population et avec de peu de revenus. Donc, ce n'est pas des marchés solvables. Et les difficultés de circulation se sont établies. Pour aller du Niger au Mali, c'est tout un problème. Il n'y a pas de liberté de circulation des marchandises, il n'y a pas de liberté de circulation de capitaux, il n'y a pas de liberté de circulation des personnes ni des services. Entre nous et les uns et les autres, c'était comme ça. Alors, on a balkanisé l'Afrique. Quand ils ont vu ces difficultés-là, les anciens de l'AOF, ils ont couru à Paris. Ils ont dit, ça ne peut pas aller, il faut trouver une solution. C'est en ce moment qu'ils ont trouvé la première solution économique qui nous conduit jusqu'à la ZELCAF. Cette première solution, c'était de constituer une union douanière. Ils ont donc constitué une union douanière de l'Afrique occidentale, pour les pays de l'Afrique occidentale ancienne de l'AOF, moins la Guinée. De l'autre côté, l'AEF, Afrique équatoriale française, ils ont constitué aussi une union douanière de l'Afrique centrale. Au moins, avec cette union douanière,
ils ont facilité la circulation des 4 choses dont je venais de parler. Ça, c'est un autre problème. Et le régime du RDA avait 2 dates en face de lui. La date du 18 décembre 1958, celle de la proclamation de la République autonome, et la date du 3 août, celle de la proclamation de l'indépendance. Il se trouvait que chaque 18 décembre au Niger était célébré par des grandes manifestations, surtout de jeunesse, des grandes manifestations culturelles. Il y avait ce qu'on appelait la semaine de la jeunesse du RDA. Toute la jeunesse du Niger venait ici à Niamey participer à des activités culturelles, des chansons qui étaient d'ailleurs très belles, comment vous appelez ça, des sketchs, des ballets, des danses, etc. Et ça faisait la joie, non seulement de la ville de Niamey, mais la joie de tous les pays. Et je vous assure que la jeunesse nigérienne avait excellé en ce moment-là. Et je me souviens de très belles chansons, même si je ne comprenais pas le germain. Des chansons qui résonnent encore dans nos cœurs. Il y a une semaine à peu près, j'ai vu 2 de ces chansons-là à la télévision, mais j'étais ému. Il y a une chanson là, Signalé. Mais ça, c'était une chanson de la semaine de la jeunesse. Et puis la chanson Tchakaïla. Ça, c'était une chanson de la semaine de la jeunesse. Et la chanson Tchakaïla, elle a eu un prix de l'AOF. Il y a eu un concours, je ne sais pas si c'était à Dakar ou à Bamako, où chaque année, les territoires envoyaient des délégations culturelles pour procéder à des concours. Et comme le Niger a eu un prix avec cette chanson de Tchakela. Et il a eu aussi un prix par rapport à la scène de théâtre Cabrin Cabra. Bon, donc le 18 décembre était occupé à cela, et s'ajoutait aussi les foires. C'est en ce moment qu'on a commencé à organiser les foires. Finalement, le régime du RDA a choisi de fêter beaucoup plus le 18 décembre à cause de cette rencontre de toute la jeunesse nigérienne à Niamey que la fête du 3 août, qui pouvait être consacrée pendant la saison des pluies à lutter contre la désertification. C'est le moment le plus propice pour lutter contre la désertification et pour planter des arbres. Le 3 août, au mois d'août, quand il pleut, il est quand même préférable de planter des arbres au mois d'août que de les présenter au mois de décembre. Même si vous-même on vous donne à choisir, je crois que vous choisirez le 3 août. Ce n'est pas parce que le régime du RDA avait banalisé le 3 août, mais c'est tout simplement, il lui fallait faire un choix par rapport à la spécialisation des 2 journées. Il a spécialisé le 18 décembre aux activités culturelles, donc aux grandes festivités, et souvent même avec les défilés. Et il a spécialisé la journée du 3 août avec des plantations des arbres. Voilà en ce qui concerne ce problème-là. Donc, l'indépendance, on l'a acquise donc en 1960. Et depuis lors, sur le plan politique, vous voyez que le Niger a vraiment été précipité dans un cycle de transformation politique et de renversement du régime, puisque aujourd'hui, en Afrique, nous sommes l'un des pays, je dis, peut-être même nous sommes l'un des premiers, à avoir usé le maximum de régimes possibles. Depuis 1960, nous avons usé 9 constitutions. La constitution du 12 mars 1959, la constitution du 6 novembre 1960, celle de l'indépendance, la constitution de Arichebou de 1989, la constitution post-conférence nationale de décembre 1992, la constitution du temps des Barrés de 12 mai 1996, la constitution du temps de Wanké du 18 juillet 1999. Vous avez déjà 6. Et la constitution comment il s'appelle, du temps de Tanja, celle de Tazarchera, et la constitution du temps de Salou. Donc, et ensuite, il y avait une autre constitution
qui, elle, n'avait pas été appliquée. Et c'était la Constitution qui a apporté révision de la Constitution de Al-Chebou, Constitution de la Deuxième République. Et vous voyez le régime encore que nous avons vécu depuis l'indépendance. Le régime civil de Jori, le régime militaire de Kouché, le régime militaire de Al-Chebou, le régime civil de Al-Chebou, le régime militaro-civil, enfin le régime en tout cas de la société civile de la Conférence nationale, puis le régime de la Troisième République avec Maman Ousmane comme président, puis le régime militaire de Barré, puis le régime républicain de Barré, puis le régime militaire de Wanké, puis le régime civil de Tanja, etc., etc. Vous voyez que les régimes se sont cascadés comme ça les uns après les autres. Il y a eu une certaine instabilité. Fort heureusement, bon, il y a eu quand même une certaine stabilité de 1999, décembre 1999, l'an 2000, avec la constitution de la Ve République, et le régime de la Ve République a duré pratiquement jusqu'en août 2009, quand le président Tanja a fait adopter sa constitution de Tazarché. Puis, après le régime militaire de Salou, le régime actuel est en train de vivre sa 8e année. Il y a quand même là une certaine stabilité. Et nous espérons que, à la fin du deuxième mandat du président Issoufou, quand nous aurons usé 10 ans dans le cadre de cette constitution de la 7e République, on va entrer encore dans un autre régime civil où les responsables seront démocratiquement élus. À ce moment-là, notre système politique serait stabilisé.